Fatalité, destinée, chemin de vie, le karma endosse une multitude d'idées liées à la richesse humaine, mais surtout à une question de sens sur l'existence individuelle de chacun sur Terre. Yogananda disait que les graines du karma antérieur ne peuvent germer si elles sont grillées par les feux divins de la sagesse. Plus l'autoréalisation d'un homme est profonde, plus il influence l'univers entier par ses subtiles vibrations spirituelles et moins il est affecté par le flux général, le karma. Alors, révolution spirituelle, quête de sens au sens de la vie, nous cherchons toujours à utiliser nos actions pour évoluer et harmoniser notre passé avec notre futur, mais aussi nos origines à notre destination, devenant ainsi un lien cohérent entre nos descendants et nos ascendants. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Bouddha. Le karma trouve ses origines dans les textes Védas, dont les plus anciens documents que l'on possède sur les religions de l'Inde remontent à environ 16 siècles avant Jésus-Christ. Il est constitué de mantras qui sont devenus le socle de l'hindouisme depuis le 5e siècle de notre ère. Alors, le Rig Veda, c'est l'un des plus anciens textes qui date d'environ 1500 à 1200 ans avant notre ère, fait déjà allusion à l'idée que les actions humaines influencent le destin. Rig Veda, Mandala 1, hymne 125. Dans les hauteurs du ciel demeurent les donneurs de récompenses. Ceux qui donnent les chevaux habitent pour toujours avec le soleil. Ceux qui donnent de l'or sont bénis avec la vie éternelle. Ceux qui donnent des vêtements prolongent leur vie au soma. Celui qui apporte la récompense est le premier invité, le chef du hameau et le porteur de récompense. La récompense accorde le cheval, accorde le bœuf. La récompense accorde en outre l'or qui scintille. La récompense donne la nourriture qui est notre vie et notre esprit. Celui qui est sage prend la récompense comme son armure. Naturellement, avec l'idée subjective du karma qui n'est pas encore très clairement formulée, naît aussi le concept du dharma, utilisé plutôt dans le sens de loi, d'ordre ou de devoir, et qui va représenter le comportement ou les comportements justes et appropriés que chaque individu doit suivre en fonction de sa caste, mais aussi de son âge, de son genre et de sa situation. C'est clairement une codification du comportement humain en société. Plus tard, les Upanishads, qui sont des textes philosophiques et spirituels composés entre 800 et 200 avant notre ère, vont approfondir cette notion. Ils décrivent le karma comme la loi universelle de cause à effet et non plus comme une fatalité ou une punition. C'est une belle avancée. Donc les Upanishads expliquent comment les actions morales d'une personne vont influencer ses futures renaissances. Donc là, on parle évidemment de la réincarnation, établissant ainsi un lien entre le comportement éthique et le cycle des vies. Brihadaranyaka, Upashinad, partie 4, chapitre 4, Adhyaya. Selon ses actions et son comportement, ainsi devient-il. En faisant le bien, il devient bon, et en faisant le mal, il devient mauvais. Il devient vertueux par des actions vertueuses et mauvais par des actions mauvaises. Comme est son désir, telle est sa résolution, et comme est sa résolution, tel est son acte. Et tout acte qu'il accomplit, il en récolte les fruits.
C'est d'ailleurs à cette même époque que l'on voit apparaître l'astrologie védique, également connue sous le nom de Jyotish, qui va se structurer sur environ 1000 ans, entre moins 500 avant Jésus-Christ et jusqu'à à peu près la moitié du 1er siècle de notre ère. Et c'est ainsi que chaque symbole, planète, maison est ce qu'on appelle un karaka, un significateur d'un domaine de vie. En se basant sur l'analyse des actions passées et de leurs conséquences futures, on peut mieux comprendre les défis karmiques de l'individu. Ça va permettre à chacun de mieux faire face à ces défis et d'évoluer spirituellement en conséquence. Le concept philosophique va évoluer et devient central dans le jaïnisme et le bouddhisme d'ailleurs, deux religions qui vont émerger en Inde vers le 6e siècle avant notre ère. Le jaïnisme, qui est une philosophie indienne, met l'accent sur la purification du karma pour atteindre la libération de l'âme, tandis que le bouddhisme est fondé par Siddhartha Gautama et va enseigner que les actions et les intentions des individus façonnent leur future expérience de vie. Donc ça va influencer le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, connu sous le nom de samsara. Alors il faut préciser que dans le bouddhisme, bien que le karma soit une sorte d'action intentionnelle de prime importance pour déterminer les conséquences futures, les résultats karmiques peuvent ne pas se manifester immédiatement dans la vie suivante. Concernant le dharma, lui aussi, il va évoluer et pour le bouddhisme, le dharma va représenter les enseignements du Bouddha et le chemin vers l'éveil, tandis que dans le jaïnisme, il est plutôt lié à la conduite éthique et aux règles de vie non violentes. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler du bouddhisme sans évoquer le principe de libération et de pratique spirituelle qu'est le nirvana, qui est lié de facto au karma par sa signification qui littéralement veut dire là où le vent du karma ne souffle pas. Alors que le karma traite de la loi de cause à effet qui influence les renaissances futures, le nirvana, quant à lui, représente l'éveil par l'extinction du cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, donc par le samsara, et la libération finale de toutes les souffrances. Donc le nirvana est atteint en surmontant son karma accumulé à travers des actions justes, à travers la méditation d'ailleurs, et la compréhension profonde de la nature et de la réalité. Et c'est en atteignant le nirvana qu'une personne transcende les conséquences du karma et va échapper finalement à la roue des renaissances. Donc elle va atteindre ainsi un état de paix et de libération totale. Donc la seule façon pour le bouddhisme de s'accommoder du karma est justement de pouvoir s'élever au-dessus de lui. Cependant, tant que nous sommes incarnés, la loi karmique nous affecte toujours. Donc il est important de comprendre les schémas karmiques afin de pouvoir affronter les défis en toute conscience. Et c'est du bouddhisme d'ailleurs que l'astrologie tibétaine va prendre naissance et va là aussi se relier à ce principe, le Kalachakra Tantra, qui est un texte sacré introduit au Tibet au XIe siècle. Et ce texte traite de la roue du temps, la Kalachakra, et qui utilise les 12 animaux du zodiaque chinois et les planètes et signes astrologiques de l'astrologie indienne pour déterminer les moments propices aux rituels, mais aussi aux méditations et aux autres pratiques spirituelles, parce que là, on est vraiment sur une astrologie orientée sur le développement spirituel de la personne. Alors, lorsque le bouddhisme s'est étendu au-delà de l'Inde, vers des régions comme le Sri Lanka, l'Asie du Sud-Est, la Chine,
la Corée, mais aussi le Japon, le concept du karma a été intégré dans les nouvelles cultures bouddhistes locales. Donc chaque région a adapté et interprété le karma selon ses traditions culturelles et religieuses spécifiques à la région. Donc par exemple au Sri Lanka, l'astrologie sri-lankaise, influencée par l'astrologie indienne, va intégrer le concept de karma dans ses pratiques. En revanche, dans des pays comme la Chine, l'astrologie va se baser principalement sur les concepts du yin et du yang, les 5 éléments et les animaux du zodiaque, mais sans intégrer forcément la notion de karma de la même manière, parce qu'on précise qu'en Asie, ils vont développer leur astrologie autour des enseignements du yin et du yang plutôt que de la notion karmique. Bon, on va revenir à l'hindouisme qui a diffusé le concept de karma à travers les voyages commerciaux et les échanges culturels, surtout entre le 3e siècle avant notre ère et le 15e siècle de notre ère. Et en parallèle, l'astrologie indienne va être influencée, quant à elle, par l'astrologie hellénistique, suite aux conquêtes notamment d'Alexandre le Grand au 4e siècle avant notre ère. Donc, malgré ces influences extérieures, le concept du karma va rester distinct et va encore plus s'ancrer dans les traditions religieuses et philosophiques indiennes. Donc il va continuer d'évoluer comme une loi dynamique de cause à effet, et ce qui va influencer les réincarnations futures. D'ailleurs, la traduction des textes indiens tels que les Upanishads et le Bhagavad Gita en anglais à partir du 19e siècle va vraiment permettre d'étendre toute la philosophie karmique aux penseurs occidentaux. Donc on va noter la contribution fabuleuse de Max Muller qui a joué un rôle clé dans cette diffusion puisque c'est lui qui a traduit et édité les Védas, rendant ces textes accessibles à un public occidental plus large, et ces travaux, notamment le Sacred Book of the East, ont rendu les concepts tels que le karma, le dharma et la réincarnation compréhensibles pour les chercheurs et le grand public en Occident. Donc il y a eu aussi Edgar Cayce, le célèbre mystique américain du XXe siècle, connu comme le prophète endormi, qui ne se souvient pas de lui, et qui a réalisé des milliers de lectures intuitives dans un état de transe, et il répondait à des questions sur la santé, mais aussi la réincarnation et le karma, et selon lui, chaque vie est la somme de tous les mois précédemment incarnés, et que tout ce qui a été construit, le bien comme le mal, est contenu dans cette opportunité. Donc lorsqu'une personne rencontre un problème spécifique ou traverse une phase de vie stressante, elle est simplement confrontée à son moi. Cela signifie que la personne fait face à un événement créé dans son passé et qu'elle doit maintenant le résoudre. Donc pour Cayce, il était important de comprendre que ces confrontations offrent des opportunités de croissance spirituelle et de résolution karmique. Donc les talents et les compétences développées dans les vies antérieures ne sont jamais perdus et peuvent être réutilisés pour accomplir le but de notre vie actuelle. De même que Paramahansa Yogananda, dont je vous recommande le bouquin, qui est un célèbre yogi indien du XXe siècle qui a été expatrié aux États-Unis, et il va introduire dans ce pays et en Occident le yoga et la méditation, donc dans les années 20 je pense, avec une philosophie englobant la fatalité, le karma et la destinée. Donc il disait que peu importe le nom, il existe une loi de justice qui, d'une manière quelconque, mais pas fortuitement, détermine notre race, notre structure physique et certaines de nos caractéristiques mentales et émotionnelles. Il est essentiel de comprendre qu'alors qu'il nous est impossible de nous soustraire à notre propre shame fondamental, nous pouvons vivre en accord avec lui. C'est ainsi qu'intervient le libre arbitre. Nous sommes libres de choisir et de distinguer
en fonction des limites de notre compréhension et tout en exerçant cette faculté, notre compréhension croît. Ensuite, dès qu'il l'a choisi, l'homme doit accepter les conséquences de son choix et aller de l'avant. Alors, c'est ainsi que le concept du karma s'est infusé à travers le temps, les philosophies, les religions et l'astrologie, bien sûr. Le karma est souvent compris à tort comme un destin, une vraie destinée ou une prédétermination, alors qu'en réalité, il s'agit d'une loi dynamique de cause à effet. Cela signifie que les actions présentes peuvent modifier les conséquences futures. Et ce malentendu survient souvent dans des contextes populaires où le karma est simplifié comme étant un petit peu inévitable, alors que les traditions philosophiques indiennes soulignent la possibilité de changement à travers des actions conscientes et des choix délibérés. Et ça, c'est très important, parce que c'est réhabiliter le karma dans sa fonction fondamentale initiale. Et c'est ainsi que je vais vous parler de Stéphane Arroyo, qui est un astrologue karmique. Il explique que le concept karmique repose sur le phénomène de polarité par lequel l'univers maintient un état d'équilibre, et cet équilibre n'est pas statique ou inerte, mais bien dynamique. Pour mieux comprendre cette pensée, il est important de considérer que cette perspective karmique fonctionne à travers un système de causalité, de cause à effet, et qu'elle interagit de manière continue et réciproque. Chaque action, donc chaque action étant la cause, produit une réaction, donc un effet, qui va contribuer à l'équilibre global de l'univers. Donc cette interaction dynamique signifie que l'équilibre est constamment ajusté et réajusté à l'infini en fonction des actions et réactions de chaque individu et des éléments de l'univers. Donc, la polarité se réfère aux opposés complémentaires comme le yin et le yang qui travaillent ensemble pour maintenir cet équilibre dynamique. Donc, par exemple, les actions positives et négatives ou les forces créatrices et destructrices sont toutes nécessaires pour conserver une harmonie globale. Nous avons établi que le karma repose sur le principe fondamental de la loi de cause à effet. Chaque action, pensée ou intention produit une conséquence, créant une loi intemporelle qui relie les actions aux résultats futurs. Ce principe met en évidence l'interconnexion entre nos actions et leurs répercussions sur notre environnement proche, mais aussi sur le tissu plus large de l'existence, qu'il s'agisse de personnes, d'êtres vivants ou de l'univers. Ce cycle infini de renaissance est profondément lié au concept de réincarnation. Les répercussions du karma peuvent être comparées à une pierre lancée dans l'eau. Chaque ricochet crée une onde qui impacte la suivante, illustrant comment chaque action peut avoir des effets en chaîne. Donc l'intention derrière l'action est presque plus importante que l'action elle-même car elle détermine la nature et l'impact des conséquences karmiques futures. Mais alors, comment tout cela fonctionne-t-il ? Selon les anciennes traditions indiennes, il existerait 4 groupes de karma. Donc le Sanchita karma, qui est le karma accumulé, celui qui représente l'ensemble des actions passées cumulées au cours de toutes les vies précédentes, et c'est comme une vaste armoire de stockage, un grenier dans lequel on aurait mis plein de graines en attente de germination quand les conditions le permettront. Donc les graines, c'est toutes nos actions bien sûr, bonnes ou mauvaises, qui se sont accumulées au fil du temps,
Mais ce karma n'est pas nécessairement vécu dans la vie actuelle. Donc on n'a pas forcément besoin de toutes les graines dans la vie que l'on vit présentement. Il constitue une sorte de potentiel karmique qui peut se manifester dans les vies futures. Donc. Après, on a le Prarabdha karma, celui qui mûrit ou fructifie dans la portion du Sanchita karma qui a été sélectionnée pour être vécue dans la vie actuelle. Autrement dit, c'est un petit peu l'environnement dans lequel on est, comme notre corps physique par exemple, et qu'on ne peut pas vraiment changer, puisque c'est notre véhicule du début à la fin de notre vie. Alors il va déterminer plutôt les circonstances de notre vie présente, telles que la famille dans laquelle nous naissons, les défis et les opportunités que nous rencontrons, ainsi que des facteurs comme la santé ou notre situation économique. On l'assimile un petit peu à des facteurs avec lesquels nous devons vivre, on doit composer dans cette vie avec, et contrairement aux autres types de karma, Prarabdha karma est déjà en mouvement et doit être vécu avant de pouvoir être épuisé. Alors après, on a Kriyamana karma, qui est le karma en cours, celui que nous créons dans notre vie actuelle par nos actions, pensées et intentions, c'est celui-là dont on a parlé longuement. Il s'ajoute au Sanchita karma, donc la portion dans laquelle nous sommes venus vivre notre karma, et peut influencer notre futur immédiat ou des vies futures en fonction de l'intensité et de la nature de nos actions actuelles. Donc c'est le karma que nous générons au quotidien, donc tous les jours, et que nous pouvons modifier par nos choix et actions qui vont permettre de créer un futur plus positif. Parce que le dernier karma, qui est le Agami karma, ou le karma futur, c'est celui qui est créé par nos actions présentes et qui va influencer les vies futures bien au-delà de Kriyamana, celui qui est en cours de réalisation. C'est ainsi que le thème natal devient la représentation de notre schéma de vie principal, c'est-à-dire le Prarabdha karma comprenant ses possibilités, ses talents, ses défis, ses caractéristiques physiques et mentales. Tout y est, y compris le destin de l'âme. Le thème natal devient ainsi un élément de notre réalisation karmique. La rencontre entre la psychologie et le karma peut sembler difficile, mais elle permet quand même d'apporter un éclairage sur la notion même de l'existence du karma. On a vu qu'il existe un équilibre dynamique qui implique que l'univers est en perpétuel mouvement et changement. Il ne s'agit pas d'un équilibre figé où rien ne change, mais plutôt d'un état d'adaptation constante où les déséquilibres temporaires sont automatiquement corrigés par des actions ultérieures. Alors, ça signifie finalement que le karma n'est pas une punition ou une récompense qui est figée. Donc, il s'agit d'un processus de transformation et de croissance continue. C'est ainsi que Dan Rudhyar, qui est un astrologue que je ne vais plus présenter vu sa popularité, nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui influencent les individus, mais ce sont bien les individus qui influencent les événements par leur action. Il est bien évident que la plupart du temps, on ne choisit évidemment pas ce qui nous arrive, mais on peut quand même déterminer par notre libre arbitre le rapport que nous aurons vis-à-vis des circonstances particulières, et ça va permettre justement d'influencer notre expérience de manière à donner plus de sens à notre vie. Donc en d'autres termes, même si nous ne contrôlons pas toujours les événements qui nous arrivent, nous avons le pouvoir de choisir notre réaction et de donner un sens à cette expérience.
Mais finalement, qu'est-ce que le karma vous évoque ? Quelle idée profonde se cache derrière ce principe qui semble uniquement spirituel ? Pourtant, c'est un grand principe de la psychologie humaine. Bah oui, puisqu'il s'agit de la quête de sens, donner une structure cohérente à sa vie qui va vous permettre de la dimensionner, de vous donner envie de vous lever le matin, parce que derrière tout ça, il y aura cette envie de laisser ou de transmettre une image de vous, de votre passage sur Terre. Contrairement à la philosophie ou la religion, la psychologie se concentre davantage sur ce qui fait que les gens trouvent leur vie digne d'être vécue. Donc là, j'ai trouvé une étude très intéressante que l'on va partager ensemble et qui montre que les relations et la réalisation de buts personnels sont les principales sources de sens pour les gens de toute culture et de tout âge. Donc ces sources de sens se divisent en plusieurs catégories. Déjà, il y a la recherche du plaisir et du confort quotidien, se développer personnellement et réaliser ses talents. Mais il y a aussi aider les autres ou chercher un sens supérieur. Les personnes qui trouvent du sens dans l'altruisme ou la transcendance sont généralement plus satisfaites de leur vie que celles qui se concentrent uniquement sur elles-mêmes. Alors ça, c'est quantifié par des études. Des aspects comme l'acceptation de soi et la transcendance de soi sont aussi des sources importantes de sens. Par exemple, les personnes qui sont atteintes de maladies graves trouvent souvent un grand sens dans la transcendance de soi, ce qui va améliorer leur bien-être psychologique. Avoir un objectif, même difficile, même qui semble inatteignable, va donner un sens à nos actions quotidiennes et va permettre justement qu'on se motive et qu'on ait envie de se lever le matin. Les valeurs qui transcendent l'individu donnent un sens aux comportements qui ne sont pas seulement utiles ou agréables pour nous, comme la recherche de plaisir immédiat, mais qui va contribuer à un but plus grand. Dans des situations extrêmes, comme les catastrophes naturelles ou des maladies, donc ces valeurs donnent la force de surmonter les difficultés et de trouver un sens plus profond à sa vie. Ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous possédons et ce que nous attendons de l'avenir sont finalement liés à nos réactions instinctives. Si les expériences positives dominent, nous allons ressentir forcément du bonheur et du bien-être. Et si les expériences, par contre, sont négatives et qu'elles dominent dans notre vie, cela peut mener à une forte dépréciation, voire à une dépression ou à d'autres problèmes psychiques. Donc notre état affectif colore notre vie et sert un petit peu de baromètre pour notre bien-être mental. Alors, être heureux peut résulter de la réalisation d'un objectif important, en accord bien sûr avec ce que nous sommes, donc souvent en accord avec nos croyances, nos principes et notre image de nous-mêmes. La frustration, quant à elle, peut survenir lorsque nos activités ne mènent pas à cet idéal. Souvent, ça va être influencé aussi par notre entourage. Donc la dépression peut apparaître lorsqu'on ne trouve pas d'objectif valable et qu'on ne peut plus soutenir un système de croyances donné. Le plaisir apparaît lorsqu'une valeur importante correspond à notre image de nous-mêmes et est renforcée par notre système de croyances. C'est ainsi qu'en psychologie, on admet que la vérité n'est pas la même pour tout le monde et que divers modes de vie peuvent contribuer à donner un sens plus large à la vie. Et c'est pourquoi
il est vraiment important de toujours chercher l'action juste pour vous, celle qui vous correspond, même si ça semble parfois en désaccord avec la société ou avec l'opinion de vos proches. À partir du moment où elle est en accord avec vos principes et votre idéologie, elle émet une vibration positive dans l'univers et contribue à améliorer votre karma. Personne ne peut évaluer la portée de vos actions et ce qu'elles apporteront à votre karma si ce n'est vous-même. Tout ce que nous avons vu, cela vous donne maintenant un aperçu sur ce qu'est l'astrologie karmique et à quoi elle va répondre. Selon Stéphane Arroyo, le thème natal est une parfaite représentation du Prarabdha Karma puisqu'il va nous révéler nos potentialités, nos talents, nos défis, nos caractéristiques physiques et mentales et va nous permettre de répondre à notre quête de sens. Mais attention, toujours en fonction de la compréhension dans laquelle nous vibrons, dans laquelle nous fonctionnons. Alors, selon Stéphane Arroyo, dans le thème natal, tous les composants très accentués du thème indiquent notre préférence et par voie de conséquence, nos attachements. Et pour lui, c'est une expression de notre karma. Selon Catherine Gesta, astrologue karmique que j'aime aussi beaucoup, le karma est une empreinte qui nous a été laissée à la naissance, représentée dans le thème natal. Il faut savoir la déchiffrer pour comprendre les défis et les opportunités de croissance spirituelle que nous rencontrons dans notre vie présente. Il n'y a pas de bon ou de mauvais karma. Ça, c'est vraiment une idée fausse. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes. Il n'y a que notre réalisation qui s'ouvre à nous pour évoluer dans notre quête de sens, comme nous l'avons vu dans la partie psychologique. En astrologie, notre lecture va se concentrer sur des signes particuliers, des planètes et des maisons qui sont plus représentatives de notre thème d'existence. Concernant les signes, nous porterons notre attention sur la Vierge, le Scorpion et les Poissons. Non pas seulement parce que le Soleil les illumine, mais bien en raison de l'implication forte qui ressort de ces thèmes. Donc, par exemple, la Vierge, qui est associée au devoir, au travail acharné et à une nature un peu plus double, elle symbolise la purification, l'analyse et le service et représente souvent des défis liés à la santé, au travail quotidien et à la quête un petit peu de perfection, parce que la Vierge est très perfectionniste. Donc, elle nous guide essentiellement vers un but supérieur qui dépasse le simple soin de soi. Donc, elle pousse à transcender les préoccupations personnelles pour contribuer au bien-être collectif. Le Scorpion, quant à lui, est lié au mystique, à la transmission, à l'invisible, au désir authentique et au pouvoir. Donc ce signe possède des facultés de communication intuitive, souvent en rapport avec les interdits et les révélations relatives à l'après-vie. Le Scorpion est aussi associé à la transformation, à la régénération et à la capacité de renaître de ses cendres. Donc ça va aborder des profondeurs émotionnelles et psychologiques avec une certaine intensité et de par sa nature, il nous permet donc d'affronter et de libérer les blocages karmiques reçus et va faciliter ainsi notre évolution. Le Poisson, lui, il est très mystique, donc il représente le désordre et la confusion, mais aussi la purification des émotions et des images mentales de l'inconscient. Donc ce signe est lié à l'intuition, à la sensibilité, à la spiritualité et aussi à la compassion. Donc les Poissons sont souvent en contact avec des réalités supérieures et des mondes invisibles. Et donc ils vont jouer un rôle dans la dissolution des illusions et la recherche d'un sens plus profond. Donc en astrologie karmique,
C'est un signe très intéressant parce qu'il aide à libérer les illusions karmiques et il va faciliter justement la purification émotionnelle et spirituelle pour évoluer vers une compréhension plus profonde de soi et de l'univers. On va s'attacher aux maisons d'eau aussi, la maison 4, la maison 8, la maison 12, car elles sont un petit peu des miroirs de notre émotionnel, de notre part spirituelle et de notre psychologie de vie. On les appelle d'ailleurs la trinité de l'âme ou du psychisme. Ce sont des maisons qui concernent le passé, nos mémoires ancestrales, les émotions, les relations conditionnées et qui captent l'inspiration profonde de notre être. Donc l'eau purifie et les maisons d'eau représentent cet état de purification karmique, mais aussi un petit peu les peurs engendrées par les vies passées, un petit peu des hantises qui sont des mémoires de nos vies antérieures et qui continuent d'infuser irrationnellement notre conscient, mais sans savoir vraiment pourquoi. Donc dans la maison 4, par exemple, qui est associée au foyer, à la famille et aux racines, on trouve ainsi des peurs liées à l'impuissance similaire à notre condition d'enfant. Et ça implique la guérison des blessures émotionnelles liées à nos racines profondes, les répétitions des schémas ancestraux, à la descendance, à nos origines. Vous voyez, il y a un fonctionnement plus transgénérationnel. Elle est liée à l'assimilation de nos expériences et à la compréhension des liens karmiques avec ses descendants. Dans la maison 8, liée plus à la transformation, à la régénération et aux héritages, c'est une maison qui parle plus des dettes. Et on va justement parler des dettes karmiques et des héritages, notamment des hérédités aussi génétiques, des maladies héréditaires. On va aussi parler des peurs irrationnelles qui concernent ici plus des tabous, notamment les tabous sociaux. Et enfin, la maison 12, qui touche davantage à la spiritualité, puisqu'elle est liée au poisson, à l'inconscient, mais qui représente autant la fin d'un cycle que le début, car c'est aussi la maison gestationnelle, celle de la grossesse. Elle symbolise la peur du chaos, du désordre psychique, de l'enfermement comme la démence, les grandes peurs, les grandes maladies. C'est aussi la dissolution de l'ego. Donc, au niveau des défis karmiques, elle est très importante parce qu'elle nous parle de tout ce qui est lié aux illusions, aux secrets, aux sacrifices. Il y a un état sacrificiel très important et elle va représenter donc la purification spirituelle et la recherche d'unification avec l'univers. C'est ainsi que les planètes qui vont se trouver dans les maisons d'eau vont un petit peu nous révéler des sources d'expériences comme des mémoires qui sont là pour nous guider sur ces expériences passées et principalement les transpersonnelles. Donc là, je vais vous partager un petit peu la vision de Lise Green, puisque Saturne pour elle est lié à des blocages ou des peurs qui viennent de nos vies passées. Il faudra donc se discipliner et assumer les responsabilités dans le domaine où se trouve Saturne. Par exemple, en maison 8, Saturne va symboliser les dettes karmiques liées aux ressources partagées et aux tabous, donc il faudra apprendre à se transformer en acceptant ces aspects. Pluton révèle les zones où l'âme a besoin de subir une vraie transformation profonde pour évoluer. Donc, selon Lise Green, toujours, si on prend l'exemple de la maison 4, elle souligne que Pluton peut représenter des héritages karmiques liés à la famille, qu'il va falloir purifier pour se libérer du poids générationnel. Pour Neptune, qui demande de dissoudre les illusions et de transcender les limitations de l'ego, il va falloir se relier à une réalité plus spirituelle. Donc en maison 12, elle parle de faire face à la réalité
tout en intégrant une dimension spirituelle, ce qui permet d'affronter le quotidien et d'acquérir une certaine sagesse au travers des défis qu'on rencontre. Et puis enfin avec Uranus, toujours selon Lise Green, il est là pour briser les liens avec le passé et tourner un petit peu la page. Donc il est très intéressant, enfin moi je le trouve beaucoup plus intéressant en transit. Par exemple, sur le fond du ciel, Uranus permet vraiment de rompre avec ces schémas karmiques liés à ses descendants. Donc il représente une opportunité de transformation et de libération surtout très importante. Alors, je n'ai pas encore parlé de la Lune, qui est vraiment l'élément karmique du thème, un petit peu central, enfin, si je puis dire, autant que le signe dans lequel la Lune est, que la maison dans laquelle elle est, et on va rejoindre le point de vue de Stéphane Arroyo, qui pense qu'elle constitue les fondations du passé sur lesquelles nous construisons notre personnalité. C'est l'image de soi. Et c'est en cela qu'elle nous parle de notre subconscient personnel, nos besoins émotionnels aussi, et notre manière de réagir, mais de façon instinctive face aux expériences de vie. Donc selon Arroyo, toujours la Lune est l'accès un petit peu à nos blessures émotionnelles karmiques, donc elle est de prime importance pour une croissance émotionnelle et personnelle. Donc on va y concentrer toute notre attention. Ça va nous permettre de faire le lien avec la Lune noire et de rejoindre donc Luc Vigée et son point de vue, puisque lui nous parle d'un élément karmique qui est le reflet de nos blessures inconscientes. Donc elle nous oblige à être extrêmement verticale, très lucide sur nos manquements ou nos refus, nos intransigeances qui peuvent nous donner l'impression d'être isolés ou carrément déconnectés du réel. Donc il est vraiment important de faire son deuil du paradis perdu. Ça, c'est aussi une notion qu'évoque beaucoup Lise Green. Donc pour avancer dans l'existence et arrêter de générer des angoisses d'inexistence. Quant aux nœuds lunaires, qui sont directement issus de l'astrologie indienne, ce sont évidemment de véritables guides karmiques qui nous montrent notre chemin karmique via Ketu et Rahu. Ils nous rappellent l'importance de conserver ce que nous avons acquis dans nos vies précédentes et de les utiliser pour nous diriger vers notre nœud nord, donc vers notre réalisation par les qualités que nous devons cultiver pour atteindre notre plein potentiel et vivre une vie plus épanouissante, bien sûr. Donc pour Arroyo, il s'agit de suivre une direction vers laquelle on doit tendre pour vivre le karma que nous sommes venus vivre. Bien sûr, Chiron, qui est notre guérisseur blessé, n'est pas en reste dans nos indicateurs karmiques. Il va être étudié plus en maison où il se trouve et va nous donner ainsi notre potentiel de guérison. La part de fortune aussi, qui donne une clé de réalisation karmique, le vertex, un point de destinée à utiliser comme point de rencontre karmique, les astéroïdes comme Cérès, Junon, Pallas et Vesta, sans oublier les aspects et les transits, ainsi que les planètes qui sont rétrogrades dans le thème natal, qui sont juste des indicateurs supplémentaires pour les domaines qui nécessitent une introspection, donc une révision des vies passées, peut-être un point à régler qui a été inachevé dans le passé. Alors bien sûr, tout le but de cette lecture astrologique karmique est de nous ouvrir à des opportunités de transformation, bien sûr, puisqu'il s'agit de transformer les actions passées en des opportunités de croissance. Donc c'est pourquoi j'aimerais vous partager le pouvoir de transformation qu'Arroyo a extrait. Donc le soleil, c'est une transformation de l'identité et du mode d'expression de l'énergie. Pour la lune, il parle de transformation des sentiments
sentiment qu'un individu éprouve pour lui-même et du degré de confort par rapport à soi-même. Mercure, c'est la transformation du mode de pensée et de perception et du mode d'expression de l'intelligence. Vénus, évidemment, concerne la transformation des valeurs émotionnelles ainsi que du mode d'expression et de compréhension de l'intimité. Mars, c'est la transformation de la faculté d'affirmer sa volonté personnelle et de la connaissance réelle de ses désirs. Jupiter va s'axer sur les croyances, les affirmations et les plans à long terme concernant l'avenir de la personne, promettant une forme quelconque d'amélioration. Quant à Saturne, lui, va un petit peu nous inviter à transformer nos ambitions, réviser nos priorités et la structure du travail. Uranus, lui, est beaucoup plus dans une transformation du sentiment de liberté, du dessein individuel et de l'unicité personnelle. Neptune, c'est plus la transformation des idéaux spirituels et ou sociaux. Et Pluton concerne une transformation de l'utilisation des pouvoirs et des ressources intérieures, en particulier ceux de l'esprit et de la volonté. On soulignera qu'il est assez impressionnant de constater que des milliers d'années avant notre ère, les Indiens avaient déjà inventé une philosophie de développement personnel. C'est ainsi que le karma est donc une opportunité de croissance par la transformation qui nous est offerte afin d'atteindre notre nirvana et de pouvoir stopper le cycle du samsara si l'on intègre le principe de la réincarnation. En tous les cas, il nous permet de devenir meilleurs et de donner un sens à nos actions, de nous mettre face à nos responsabilités pour que nous puissions donner un sens profond à notre vie, trouver notre quête de sens dans les intentions que nous portons dorénavant à chacune de nos œuvres.